Quand Owen pense à la Seconde Guerre mondiale, les images qui viennent à l'esprit sont celles des chars d'assaut qui écrasent tout sur leur passage, des avions qui grondent dans le ciel, des explosions qui déchirent la terre. Mais il existe une vérité que les livres d'histoire n'ont jamais vraiment mise en avant. Certaines des missions les plus décisives, les plus silencieuses, les plus mortelles de cette guerre, ont été accomplies sur 2 roues. Pas avec des blindages épais ni des canons puissants. Juste un moteur, 2 roues, et un homme prêt à mourir pour une information. Ce que tu t'apprêtes à découvrir, c'est la liste complète de toutes les motos militaires réellement utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale par chaque nation, sur chaque front. Reste jusqu'à la fin, parce que certaines de ces machines vont te surprendre d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. Commençons par les États-Unis. Et quand on parle de motos américaines en temps de guerre, un seul nom s'impose naturellement. Un nom qui résonne encore aujourd'hui comme un symbole de liberté et de puissance brute. Harley-Davidson WLA, la libératrice légendaire. Plus de 70 000 exemplaires furent fabriqués pour les forces alliées. C'est un chiffre qui donne le vertige. Cette machine était robuste, fiable, taillée pour survivre aux routes défoncées, à la boue, au froid, à la chaleur. Elle ne se plaignait jamais. Elle avançait toujours. La WLA est devenue bien plus qu'un simple outil de transport militaire. Elle est devenue le symbole vivant de la puissance américaine en mouvement, le visage mécanique de la liberté en marche à travers l'Europe dévastée. Harley-Davidson WLC, la version canadienne. Conçue spécifiquement pour les forces du Commonwealth canadien, cette moto partageait le même moteur V-twin fiable que la WLA. Mais elle présentait quelques différences logistiques adaptées au système d'approvisionnement britannique, des détails qui peuvent sembler mineurs, mais qui faisaient toute la différence sur le terrain quand il fallait trouver des pièces de rechange à des milliers de kilomètres de chez soi. Harley-Davidson XA, la bête rare. Voilà une machine née d'une demande très précise. L'armée américaine voulait une moto capable de survivre aux conditions extrêmes du désert. En réponse, Harley-Davidson a conçu la XA, dotée d'un moteur flat-twin et d'une transmission par arbre, une conception directement inspirée des motos militaires allemandes BMW qui excellaient sur les terrains difficiles. Un hommage involontaire à l'ingéniosité ennemie. Et pourtant, seulement environ 1000 unités furent jamais produites. Une rareté absolue, un trésor mécanique. Harley-Davidson U8, le vétéran costaud. Un modèle plus ancien, plus lourd, adapté pour les unités de police militaire auxiliaire. On ne l'envoyait pas en première ligne pour des missions d'éclairage, on l'utilisait pour les tâches de remorquage lourd, les convois, les opérations qui demandaient de la puissance brute plutôt que de la vitesse. Avec sa cylindrée massive de 1200 cm3, c'était un moteur de force tranquille, lent mais implacable. Indian 741B, la contribution légère d'Indian. La marque Indian, rivale historique de Harley-Davidson, a elle aussi répondu à l'appel. La 741B était la machine solo légère de la firme, un 500 cm3 fiable, économique. Mais les soldats qui l'utilisaient ne tardaient pas à se plaindre, elle manquait de la puissance brute que les grandes Harley offraient naturellement. Sur les routes européennes, cette différence se faisait sentir. Indian 640B, la version qui arriva trop tard. Voilà une tragédie mécanique. Cette moto était la version militaire de la légendaire Indian Scout. Elle était robuste, puissante, et selon les tests comparatifs, supérieure en performance à la Harley WLA. Les soldats qui eurent la chance de la piloter ne voulaient plus en descendre. Mais elle arriva trop tard dans la guerre, et la production fut limitée. Une machine qui aurait pu changer la donne, si seulement le temps l'avait permis. Indian 841, la réponse américaine à l'Allemagne. Encore une fois, l'armée américaine regardait ce que les Allemands faisaient et voulait répliquer. La 841 était conçue directement en réponse au concept de transmission par arbre des BMW allemandes. Son moteur était monté longitudinalement, une décision d'ingénierie qui permettait un meilleur refroidissement dans les climats chauds. Lors des tests, elle se montra très efficace.
Mais la production fut finalement annulée au nom de la standardisation. Une autre victime de la bureaucratie militaire. Indian 340B et 344, les combinations lourdes. Ces modèles étaient des combinaisons à sidecar robustes, souvent basées sur l'iconique Indian Chief. Utilisées massivement par les forces britanniques et du Commonwealth pour la reconnaissance et le transport de charges lourdes, ces machines représentaient une puissance de travail silencieuse, discrète, indispensable. Cussman Model 53, le scooter aéroporté. Et maintenant, quelque chose d'inattendu. Imagine un scooter minuscule, compact, presque fragile en apparence, conçu spécifiquement pour être largué en parachute depuis un avion dans une caisse de bois. C'est exactement ce qu'était le Cussman Model 53, surnommé affectueusement le Cussman. Une fois les parachutistes au sol et la zone sécurisée, ce petit scooter leur offrait une mobilité rapide pour les déplacements locaux. Ingénieux, audacieux, typiquement américain. Simplex Survey-Cycle, la moto de l'arrière. Un motocycle léger et minimaliste, principalement utilisé par les forces stationnées aux États-Unis pour des missions de messagerie intérieure ou pour l'entraînement. Son petit moteur monocylindre était conçu pour une complexité minimale. Pas de gloire, pas de première ligne, mais un rôle essentiel dans la machine logistique. Si tu trouves cette liste fascinante, abonne-toi maintenant et active la cloche. On fait des vidéos comme celle-ci régulièrement, et tu ne veux vraiment pas en manquer une seule. Passons maintenant à l'Allemagne. Et là, les choses deviennent vraiment sérieuses. L'Allemagne nazie avait une vision de la guerre mécanisée qui n'avait aucun équivalent, et ses motos militaires en sont la preuve absolue. BMW R75, le chef-d'œuvre allemand. Si tu ne devais retenir qu'une seule moto de cette liste, ce serait peut-être celle-ci. La BMW R75 était lourde, puissante, et dotée d'une fonctionnalité qui révolutionnait la guerre sur deux roues, un différentiel de sidecar entièrement intégré. Concrètement, cela signifiait que même dans la boue profonde, dans la neige épaisse, sur des terrains que n'importe quelle autre moto aurait abandonnés depuis longtemps, la R75 avançait. C'était une prouesse technologique d'une rare sophistication pour l'époque. Un vrai chef-d'œuvre d'ingénierie en temps de guerre. BMW R12, l'ancêtre Faithful. Avant la R75, c'était la R12 qui portait l'uniforme. Robuste, solide, présente en dizaines de milliers d'exemplaires sur tous les fronts. Elle n'avait pas le différentiel de sa successeur, ce qui la rendait moins capable en tout terrain. Mais elle ne lâchait pas. Elle servait, fidèlement, jusqu'au bout. BMW R71, le design qui a traversé les frontières. Voilà une histoire fascinante. La R71 était un design d'avant-guerre très influent. Elle vit quelques combats en début de guerre, mais son véritable héritage est bien plus étrange. Les soviétiques, par licence ou peut-être par reverse engineering, ont utilisé sa conception comme base directe pour créer leur propre moto de guerre. Un design allemand qui allait se battre contre l'Allemagne. L'ironie de l'histoire. BMW R35, la petite fiable. Un monocylindre plus simple, utilisé principalement pour les missions de messagerie et les fonctions de police militaire. Plus facile à entretenir que les grands Boxer Twins, elle était le choix logique pour les rôles moins exposés. Et l'histoire ne s'arrête pas là, sa production a continué après la guerre sous contrôle soviétique. Une longévité remarquable. Zundap KS 750, la rivale redoutable. Si la BMW R75 était le roi, la Zundap KS 750 était le prétendant au trône. Ces deux machines se disputaient la suprématie de la moto militaire lourde allemande. La KS 750 offrait des caractéristiques similaires, une roue de sidecar à amortissement hydraulique, une transmission par arbre, était reconnue pour son couple immense et sa durabilité à toute épreuve. Les soldats qui l'utilisaient juraient par elle. Zundap K8 Sense, la machine aux 4 cylindres.
Une machine unique dans le paysage des motos militaires allemandes, un moteur 4 cylindres. Moins commune que les Boxer Twins, elle offrait une puissance délivrée en douceur et une vitesse de croisière élevée qui la rendait particulièrement précieuse pour les escortes et les liaisons longue distance. Sur les routes droites de l'Est, elle était dans son élément. Zündapp KS 6 la rapide et fiable. La version militaire du modèle sportif civil de Zündapp. Rapide, fiable, elle était souvent utilisée en solo pour les missions d'éclairage et de courrier de commandement en début de guerre. Une moto pour les hommes qui devaient aller vite et revenir vivants. Zündapp K5 W, le cheval de labour. Un flat twin solide de 500 cm3 qui précédait la série KS. Elle manquait des caractéristiques avancées des modèles ultérieurs, mais sa simplicité absolue lui garantissait une place sur le front tout au long du conflit. Pas glamour. Indispensable. Zündapp DB200, la plus petite. Le plus modeste des modèles fournis par Zündapp à la Wehrmacht. Ce petit de temps de 200 cm3 était principalement réservé à l'entraînement et aux communications très légères loin des lignes de front. Une moto de soutien, dans l'ombre, mais dans la machine. NSU Kettenkrad, ni tracteur, ni moto. Quelque chose d'absolument unique. Est-ce un tracteur ? Est-ce une moto ? C'est le Kettenkrad, un semi-chenillé incroyable conçu pour être piloté par un conducteur assis sur une selle de moto, mais propulsé par des chenilles à l'arrière. Dans la boue profonde, dans la neige, dans les terrains les plus impossibles, le Kettenkrad avançait quand tout le reste s'enlisait. Il pouvait remorquer des charges lourdes, tracter de l'artillerie légère. Une invention de guerre qui défie encore aujourd'hui toute classification. NSU 251 OSL, la communication efficace. Un 250 cm3 à soupape en tête, populaire parmi les unités de communication. Connu pour sa vitesse descente et sa consommation de carburant économique par rapport aux Grand Twins. Sur le front, chaque litre de carburant économisé était une victoire. NSU 601 OSL, la plus puissante de la gamme. Le modèle le plus lourd de la famille OSL. Puissant, adapté aussi bien pour les missions de dispatch rapide en solo que pour les montages légers de sidecar. L'un des modèles civils allemands les mieux adaptés au service militaire. DKW NZ 350, la reine du front de l'Est. Sans doute l'une des motos allemandes les plus répandues sur le front de l'Est. Un monocylindre de temps robuste, célèbre pour sa facilité d'entretien. Sur les routes interminables et dévastatrices du front soviétique, cette qualité valait de l'or. Quand les pièces manquaient, quand les ateliers étaient à des centaines de kilomètres, la DKW continuait de rouler. DKW RT125, le design qui a conquis le monde. Voilà peut-être la moto la plus influente de toute cette liste. La RT125 était la plus petite machine proposée par DKW. Mais après la guerre, ses plans furent saisis par les Alliés et utilisés comme base pour des motos fabriquées dans le monde entier, y compris la Harley-Davidson Hummer et la Russe Minsk. Un héritage qui dépasse de loin les frontières de la guerre. Triumph BD 250W, la Triumph allemande. Produite par la branche allemande de Triumph basée à Nuremberg, cette machine légère de 250 cm3 fut utilisée par la Wehrmacht pour les missions de dispatch léger et les communications. Un nom britannique, un cœur allemand, une guerre commune. Maintenant, le Royaume-Uni. L'Empire britannique s'étendait sur tous les théâtres d'opération de l'Afrique du Nord aux jungles de Birmanie, et ses motos devaient suivre. BSA M20, l'épine dorsale britannique. Plus de 126 000 exemplaires construits. Ce chiffre parle de lui-même. La BSA M20 n'était pas la plus rapide. Elle n'était pas la plus légère. Mais elle était simple, robuste, et suffisamment indulgente pour être pilotée par des soldats qui n'avaient jamais enfourché une moto de leur vie avant la guerre. Sur les routes bombardées d'Europe, c'était exactement ce qu'il fallait. Norton 16 heures, la rescapée du désert.
Un design d'avant-guerre à soupape latérale qui vit un service massif, particulièrement lors des premières campagnes du désert. Robuste et fiable, souvent équipée de sidecars. Elle n'avait pas de suspension arrière, un luxe rarement accordé, mais elle encaissait les chocs sans se plaindre. Norton Big 4, la force de travail. Une machine massive utilisée presque exclusivement avec un sidecar. Conçue pour le remorquage lourd et le transport de personnel. Sur certaines versions, la roue du sidecar pouvait elle aussi être entraînée, une amélioration décisive sur les terrains difficiles où la traction faisait la différence entre avancer et s'enliser. Royal Enfield WD, la puce volante. Surnommée affectueusement la puce volante, cette petite machine de 125 cm3 était déployée par les forces aéroportées britanniques. Larguée en parachute dans une cage de protection, elle offrait une mobilité immédiate dès l'atterrissage. Imagine un parachutiste qui touche le sol, qui ouvre une caisse, qui démarre sa moto et qui disparaît dans la nuit. C'était ça, la guerre moderne. Royal Enfield WD, la polyvalente. Un 350 cm3 à soupape en tête de poids moyen. Utilisé par l'armée britannique et les forces du Commonwealth sur tous les théâtres d'opération. Loué pour ses performances respectables et sa durabilité à toute épreuve. Matchless G3L, la révolutionnaire. La Matchless G3, elle mérite une mention spéciale dans l'histoire des motos militaires. Pourquoi ? Parce qu'elle fut l'une des premières à utiliser des fourches télescopiques à l'avant, une technologie qui offrait une maniabilité nettement supérieure à celle des fourches rigides que l'on trouvait sur la plupart des machines alliées. Les Dispatch Riders qui la pilotaient savaient qu'ils avaient quelque chose de différent sous les mains. Triumph 3 HW, la phénix des décombres. Une machine de 350 cm3 à soupape en tête. Elle est devenue le modèle militaire standard de Triumph après un événement tragique. L'usine de Coventry fut bombardée en 1940, forçant la marque à repenser entièrement sa gamme. De ses cendres naquit la 3 HW. Une renaissance forcée par la destruction. Ariel WNG, la fiable discrète. La version militaire du modèle civil Ariel NG. Un 350 cm3 à soupape en tête, robuste et fiable, couramment utilisé pour les missions de dispatch et de reconnaissance tout au long du conflit. Pas de record à son actif. Mais jamais en panne quand on en avait besoin. Velocet MAF, la précision britannique. Un petit 350 cm3 spécialisé. Velocet n'en produisit qu'en nombre modeste, mais ceux qui avaient la chance d'en utiliser une reconnaissaient immédiatement sa précision mécanique et son efficacité. Une montre suisse sur 2 roues. Excelsior Wellbike, née pour tomber du ciel. Conçu purement pour les opérations aéroportées. Un moteur minuscule de 98 cm3, un châssis pliant, stocké dans un conteneur de protection. Larguée avec les parachutistes, elle était immédiatement opérationnelle à l'atterrissage. Elle vit le feu lors de l'opération Market Garden, l'une des opérations aéroportées les plus audacieuses de la guerre. James aime la légèreté militaire. Développée plus tard dans la guerre pour répondre à la demande croissante de motos militaires légères et simples. ML signifiait Military Lightweight, légère militaire. Similaire au Wellbike dans ses principes de conception, mais non pliante. Une moto de guerre sans fioriture. Place maintenant à l'Union soviétique. Sur le front de l'Est, la guerre prenait des proportions que l'Occident peinait à imaginer. Et les motos soviétiques jouaient un rôle central dans cette gigantesque mécanique de mort. M72, le clone qui surpassa son modèle. La principale moto lourde soviétique à sidecar. Directement basée sur le design allemand BMW R71 que les soviétiques avaient su s'approprier avec une efficacité remarquable. Des milliers d'unités furent construites et servirent fidèlement sur le front de l'Est. Souvent armées d'une mitrailleuse montée sur le sidecar. Un engin de guerre redoutable,
né d'un espionnage industriel magistral. Tizam 600, l'éclaireur de Taganrog. Une moto soviétique de capacité moyenne produite par l'usine de Taganrog. Connue pour son moteur monocylindre fiable, elle servit massivement comme véhicule de reconnaissance solo et de communication. Discrète dans les livres d'histoire, essentielle sur le terrain. PMZ A750, la puissante imparfaite. Un V-twin soviétique lourd d'avant-guerre. Puissant sur le papier, mais complexe à fabriquer et moins fiable que la M72 dans les conditions brutales du front de l'Est, le froid sibérien, les routes inexistantes, les distances inhumaines. La guerre soviétique était impitoyable, même pour ses propres machines. IZH-9, les standardisés de l'ISCH. Ces modèles représentaient la production standard de motos légères et moyennes de l'usine ISH. Transport de dispatch, liaison légère de personnel, des rôles essentiels mais discrets. Leur design était souvent inspiré des standards DKW d'avant-guerre. Encore une fois, les frontières technologiques ne respectaient pas les frontières politiques. L300, l'étoile rouge simple. Une moto soviétique d'avant-guerre simple, souvent surnommée l'étoile rouge. Un 300 cm3 basique utilisé principalement pour les liaisons légères et l'entraînement. Pas de prétention à la gloire. Juste du service, encore et toujours. Continuons avec le Japon. Dans le Pacifique, sur les îles, dans les jungles, les motos japonaises jouaient un rôle bien différent de celles d'Europe. Rikuo Type 97, la Harley japonaise. La moto militaire lourde standard de l'armée impériale japonaise. Et son origine? Une copie sous licence du design Harley-Davidson américain d'avant-guerre. L'ironie est totale, les Japonais se battaient contre les Américains sur des motos inspirées des Américains. Une histoire que même les scénaristes d'Hollywood n'auraient pas osé écrire. Type 93, l'ancienne combinaison. Une combinaison à sidecar japonaise plus ancienne, antérieure au Rikuo. Robuste, mais souvent sous-motorisée pour les terrains exigeant des opérations en jungle et dans le Pacifique. La végétation dense, la chaleur humide, les pistes impraticables, autant d'obstacles que cette machine peinait parfois à surmonter. Kurogan Type 95, la tricycle redoutable. Une machine unique, lourde, dotée d'un V-twin en configuration inversée et surtout, d'une configuration à 3 roues, une à l'avant, 2 à l'arrière. Une stabilité accrue, mais une complexité mécanique qui posait des problèmes de maintenance sur les terrains éloignés du Pacifique. Place à l'Italie. La guerre en Afrique du Nord, dans les Balkans, en Méditerranée, l'Italie militaire avait ses propres machines, ses propres traditions mécaniques. Moto Guzzi Hals, le accent aigu LK italien. Surnommée l'Élan, la principale moto lourde de 500 cm3 de l'armée italienne. Reconnue pour sa robustesse et son caractéristique moteur monocylindre transversal, une signature mécanique unique à Moto Guzzi. Présente sur tous les fronts où l'Italie envoyait ses hommes. Moto Guzzi Trials, le camion 3 roues. Une adaptation tricycle militaire du design Hals. Un camionnette motorisé, essentiellement. Massivement utilisé pour les transports en Afrique du Nord et sur le front de l'Est, des terrains où chaque kilogramme transporté coûtait un effort surhumain. Benelli 500 VLM, la double loyauté. Une robuste 500 cm3 italienne monocylindre. Elle servit d'abord les forces italiennes, puis, après l'armistice de 1943, se retrouva dans les mains de la Wehrmacht. Une moto qui changea de camp sans le choisir, victime des retournements de l'histoire. Gilra LTE Saint-Saëns, l'utilitaire royal. Un autre 500 cm3 monocylindre de l'armée royale italienne. Conçu purement pour le service militaire et l'utilité. Apprécié pour sa durabilité lors des campagnes les plus ardues, dans des conditions où les machines moins solides auraient rendu l'âme. Gilles Ramart, l'ambition italienne. La réponse italienne aux grandes motos militaires allemandes.
Un boxer twin avec transmission par arbre, la tentative de l'Italie de rivaliser avec les BMW et Zundap dans la catégorie des sidecars lourds. Un effort d'ingénierie ambitieux dans un pays dont les ressources de guerre s'épuisaient rapidement. Volugrafo Aermoto 125, la parachutiste italienne. Minuscule, pliante, conçue pour être portée par un seul soldat. C'était la réponse italienne au Wellbike britannique, une moto de parachutiste destinée à la reconnaissance rapide derrière les lignes ennemies. La guerre du futur, pensée à l'italienne. Bianchi Super 1500, la partenaire fiable. Un respectable 500 cm3 monocylindre. Bianchi était un fournisseur clé des forces armées italiennes, offrant un transport fiable tout au long des campagnes d'Afrique du Nord et des Balkans. Derrière chaque grande armée, il y a des machines dont personne ne parle. Bianchi était l'une d'elles. Certum 500 MCM, la petite manufacture. Certum était un fabricant plus modeste, mais son modèle 500 MCM fut accepté pour le service militaire. Design conventionnel, robuste, utilisé principalement pour les liaisons d'état-major. Pas la plus glamour des machines, mais présente quand il le fallait. Passons à la France. En 1940, la France fut submergée en quelques semaines. Mais ces motos militaires, elles, continuèrent à rouler, parfois sous des couleurs très différentes. Gnome Hero AX2, la française capturée. Un robuste V-twin français à soupape latérale. Il vit un service précoce avec l'armée française avant l'effondrement de 1940. Puis, ironie cruelle de la guerre, de nombreuses unités capturées furent rapidement récupérées et utilisées par les forces d'occupation allemandes. Les mêmes machines, les mêmes routes, des mains différentes. Gnome Hero 750 XA, le boxeur français. Un 750 cm3 à moteur flat twin boxé. Ce choix de conception lui donnait un centre de gravité plus bas, une amélioration notable pour la tenue de route en tout-terrain par rapport au V-twin standard. Une moto pensée pour les terrains difficiles, dans un pays qui allait rapidement cesser de se battre. Tero HDA, le dispatch français standard. Une moto de dispatch de capacité moyenne. Tero était un fournisseur majeur de l'armée française, connu pour des designs fiables, si techniquement conservateurs. Pas révolutionnaire. Indispensable. Tero RD, la légère et rapide. Le modèle de dispatch plus léger de Tero. Un monocylindre agile, utilisé massivement pour les missions de courrier et de reconnaissance légère avant la chute de France. Rapide sur les routes pavées de l'Hexagone, des routes qu'elle allait bientôt quitter pour de mauvaises raisons. Peugeot P107, la polyvalente capturée. Un modèle militaire populaire de poids moyen. Comme beaucoup de machines françaises, la P107 termina sa carrière militaire habillée en camouflage allemand après sa capture. Une fin symbolique pour une moto née sous le drapeau tricolore. Peugeot P112, la lourde Peugeot. La contribution de Peugeot au transport militaire lourd. Un twin de 500 cm3 capable de tracter des sidecars pour les missions lourdes et le transport d'état-major. Peugeot, qui fait aujourd'hui des voitures citadines, construisait jadis des machines de guerre. René Gillet type G1, la géante française. L'une des plus grandes motos adoptées par l'armée française, avec une cylindrée de 750 cm3. Principalement déployée comme puissante combinaison à sidecar pour les unités de reconnaissance et de soutien. Une présence imposante sur les routes françaises jusqu'à ce que tout s'effondre. Maintenant, la Belgique. Un petit pays, mais une tradition industrielle mécanique impressionnante. FNM 12, la coloniale belge. Une lourde combinaison à sidecar construite par FN, la fabrique nationale, que les amateurs d'armes connaissent bien. Un design extrêmement robuste, initialement développé pour les missions coloniales. Elle vit un service intense mais bref lors de l'invasion allemande de 1940. FNM 86, la dispatch belge.
Un fiable 350 cm3 monocylindre du grand fabricant belge FN. Servi comme principale moto de dispatch et de courrier pour l'armée belge pendant la période d'avant-guerre. Simple, efficace, belge. Gilet Herstal 720 AB, la puissante flamande. Un flat twin belge de 720 cm3. Comme les modèles FN, cette moto puissante vit un combat intense mais bref avant la chute de la Belgique. Quelques semaines de guerre et puis le silence. Sarolea 38H, la légère belge. L'option militaire légère de Sarolea, une autre firme belge de moto. Utilisée pour les communications internes et la reconnaissance légère. Dans un pays qui allait capituler en 18 jours, chaque machine avait sa mission même si le temps lui était compté. Et pour finir, la Pologne. En 1939, la Pologne fut la première à subir l'assaut de la nouvelle guerre mécanisée. Ces motos furent parmi les premières à se battre et parmi les premières à tomber. Sokol 1000, le géant polonais. La principale moto militaire lourde polonaise avant l'invasion de 1939. Un V-twin massif de 1000 cm3, reconnu pour sa robustesse légendaire et sa capacité à opérer des sidecars. Une machine taillée pour la puissance, dans un pays qui allait être écrasé par la puissance. Sokol 600 RT, l'éclaireur rapide. La Sokol de capacité moyenne, introduite peu avant la guerre. Agile, rapide, elle servit comme véhicule de reconnaissance pendant la défense désespérée de la Pologne contre l'invasion allemande. Des hommes courageux sur des machines courageuses, contre une armée qui avait déjà décidé du résultat. Terminons avec les autres nations parce que la guerre ne concernait pas seulement les grandes puissances. Monarch Alban M42, la Scandinave neutre. La principale moto militaire suédoise, conçue spécifiquement pour les forces d'un pays qui choisit la neutralité. Un robuste 500 cm3 spécialement ingénié pour résister aux hivers scandinaves les plus sévères. La Suède ne se battait pas mais elle se préparait, au cas où. Condor à 580, l'helvétique de précision. La moto standard de l'armée suisse pendant la guerre. Un moteur boxé à soupape latérale, construit avec des standards de qualité extrêmement élevés comme tout ce que fabrique la Suisse pour résister aux déploiements montagneux les plus exigeants. Les Alpes n'attendaient pas. Universal à 1000, la force alpine. Une grande machine de 1000 cm3 utilisée par l'armée suisse. Son puissant moteur boxé la rendait idéale pour le remorquage de sidecars lourds et les patrouilles sur les routes alpines les plus difficiles. Une machine digne des montagnes qui l'entouraient. Méret, la hongroise au cœur britannique. Une moto construite en Hongrie, souvent équipée de moteurs britanniques. Les modèles militaires étaient des V-twins robustes utilisés principalement par l'armée hongroise sur le front de l'Est. Un mariage d'ingénierie aussi inattendu que la guerre elle-même. Voilà. Tu viens de traverser toute la Seconde Guerre mondiale, non pas à travers les chars, non pas à travers les avions, mais à travers les machines les plus humaines de ce conflit, les motos militaires. Des machines que des hommes ordinaires ont enfourchées dans des conditions extraordinaires, souvent sans armure, souvent sans soutien, souvent sans retour. Chacune de ces motos portait un message, transportait un ordre, sauvait une vie ou en coûtait une. Ce ne sont pas que des pièces de métal. Ce sont des histoires. Des histoires que cette guerre a gravées dans l'acier. Dis-nous en commentaire laquelle de ces machines tu as trouvé la plus dangereuse et pourquoi. Ta réponse pourrait surprendre tout le monde.